Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fin de la mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies au Soudan. C'est ce qu'a décidé le gouvernement soudanais qui lui reproche son incapacité à soutenir le processus de transition depuis 2020. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Comment enregistrer une croissance économique de 3% en 2024 ? Pour y arriver, les autorités tunisiennes vont adopter les cadres législatifs et des procédures adéquates pour favoriser l'investissement et redresser la situation économique du pays, un meilleur moyen pour atteindre l'inclusion socio-économique. Et puis, le gouvernement centrafricain a inauguré ce vendredi 17 novembre la deuxième centrale solaire de Danzi, village situé à 22 km au nord de Bangui. Cette installation permettra de fournir de l'électricité sur l'étendue du territoire, mais aussi de renforcer le développement économique du pays. Au Soudan, le gouvernement a décidé ce jeudi 16 novembre de mettre fin à la mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies dans le pays. Avec effet immédiat, les autorités soudanaises reprochent à la mission onusienne son incapacité à soutenir le processus de transition dans le pays depuis 2020. Désormais, le retour à un pouvoir civil est mise en péril après 7 mois de combat entre les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan et ses anciens alliés des forces de soutien rapide menées par le général Mohamed Hamdan Daglo. Les détails avec Nathalie Mo. Le gouvernement du Soudan a décidé de mettre fin à la mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies au Soudan, l'UNITAMS, avec effet immédiat. La décision a été communiquée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 novembre 2023. Les autorités soudanaises reprochent à la mission onusienne son incapacité à soutenir le processus de transition dans le pays depuis 2020. Désormais, le retour à un pouvoir civil au Soudan est mis en péril après 7 mois de combat entre l'armée et ses anciens alliés des forces de soutien rapide. Entre 2020 et 2023, son mandat a été prolongé 2 fois, d'abord en 2021 et ensuite en 2022. Mais malgré cette différente prolongation, la société soudanaise reste très fracturée jusqu'à présent. De nombreuses crises sociopolitiques se sont succédées, des coups d'État se sont succédés et aujourd'hui on dénombre plus de 4 millions de réfugiés et déplacés internes au Soudan qui par ailleurs accroît l'insécurité non seulement à l'intérieur du pays, mais également dans les pays voisins. Le principal objectif de l'UNITAMS est de contribuer à la construction du processus démocratique au Soudan après la révolution de décembre 2018 qui a renversé l'ancien président Omar el-Béchir. En réponse à la demande de l'État soudanais, les Nations Unies ont annoncé que la mission prendra fin le 3 décembre 2023. Pour le Soudan, cependant, il ne s'agit pas d'une rupture avec l'ONU. Le gouvernement espère s'engager sur un nouveau mécanisme plus adapté aux besoins actuels du pays. L'État soudanais pourrait recourir aux Nations Unies pour mobiliser des ressources justement qui lui permettraient de se pacifier durablement. Il y a également la lutte contre l'insécurité, notamment le terrorisme qui se développe à grande échelle dans le pays, mais également les différentes crises régionales et nationales qui s'y dénombrent actuellement et qui de manière globale influencent aussi la construction et la consolidation de la paix à l'intérieur même de l'État soudanais. Les frictions entre le gouvernement du Soudan et l'UNITAMS ont connu un précédent en septembre 2023. L'ancien chef de la mission onusienne, Volker Perthes, était alors désigné persona non grata et contraint de quitter le pays. En attendant une éventuelle reconfiguration de la présence onusienne au Soudan, le secrétaire général Antonio Guterres a instruit un audit de l'UNITAMS et a nommé le diplomate algérien Ramtan Lamamra comme son envoyé personnel pour le Soudan. En République démocratique du Congo, la campagne électorale a été officiellement lancée ce dimanche 19 novembre. Des dizaines de milliers de candidats ont désormais un mois
pour convaincre les électeurs. Une campagne électorale qui s'ouvre dans un climat politique tendu et sur fond de conflits armés dans l'est du pays. Les poids lourds de l'opposition, notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi ou encore Denis Mukwege, ont envahi le ring politique. Le président sortant Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat, a multiplié les inaugurations, tandis que son équipe vante son bilan. Le 20 décembre prochain, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales, sur une centaine de millions d'habitants, vont élire leur président. Ils vont également départager 25 832 candidats aux législatives, 44 110 candidats aux élections provinciales et 31 234 aux municipales. Dans le reste de l'actualité, des personnalités africaines, dont d'anciens premiers ministres et ministres des Affaires étrangères africains, se sont réunis à Tanger en marge de la 15e édition du forum Midays. Leur objectif est d'appeler l'Union africaine à reconnaître la marocanité du Sahara occidental. À noter que ce territoire est disputé entre le Maroc et le Front Polisario depuis 50 ans. Plus de précisions avec Séverin Ndouke. Il est impératif de réaffirmer et légaliser la marocanité du Sahara pour éviter la balkanisation du continent. C'est l'argument que défendent des personnalités africaines, dont d'ex-premiers ministres et ex-ministres des Affaires étrangères africains, réunis dans le cadre de la 2e réunion de suivi de l'appel de Tanger le 17 novembre 2023. La position de ces acteurs rejoint la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 30 octobre 2023 qui a apporté majoritairement son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara. Territoire contesté par le Front Polisario qui revendique dans ce territoire une république arabe sahraoui démocratique. Le plaidoyer, c'est d'abord de sensibiliser les leaders africains, les décideurs africains, et ensuite de sensibiliser les opinions africaines en général sur les enjeux de la question liée à la marocanité du Sahara. C'est extrêmement important. Il faut respecter les peuples dans leurs particularités, dans leur culture, dans leur histoire, c'est vrai. Mais les ensembles que la nature ou l'histoire ou Dieu, les ensembles qui nous ont été donnés, il faut les préserver. Il faut dépasser cette solution qui consiste à découper l'Afrique, jusqu'à quand? La réunion, dont les membres sont passés de 16 à 24, a abouti sur un appel solennel pour expulser la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. Il s'agit, pour ces émissaires étatiques, réunis dans la ville nordique marocaine, Tanger, de témoigner de leur engagement à s'unir derrière la légitimité du Maroc sur le Sahara occidental et à accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Tanger. Une feuille de route à l'intention des chefs d'État et de gouvernement a été produite pour plaider cette cause. Nous avons finalement fait un appel solennel pour que la pseudo-RASD soit effectivement expulsée de l'Union africaine. Ça y va de notre crédibilité, de notre organisation panafricaine. La déclaration de Tanger consacre notamment une nouvelle approche multidimensionnelle qui prend en considération l'importance de la relation entre la paix, la sécurité et le développement dans les stratégies et programmes d'instauration de la paix et de la sécurité et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme sur le continent africain. Arriver à une croissance économique de 3% en 2024, c'est l'ambition du gouvernement tunisien. Pour y parvenir, ce dernier va adopter les cadres législatifs afin de favoriser l'investissement et redresser la situation économique du pays grâce au renforcement du secteur bancaire pour mieux servir les PME. L'objectif est d'atteindre l'inclusion sociale. Marie-Raphaël Tolo. En Tunisie, le gouvernement prévoit une croissance économique de 3% en 2024 contre 2,4% en 2022. Pour y parvenir, le gouvernement œuvre à intégrer l'économie parallèle dans le circuit organisé et à mettre en place les cadres législatifs et des procédures adéquates pour favoriser l'investissement et redresser la situation économique du pays. Selon le chef du gouvernement, Ahmed Achani, l'amélioration des indicateurs de la croissance sera possible grâce à l'engagement du gouvernement de renforcer l'inclusion financière et réformer le secteur bancaire pour mieux servir les PME. En réalité, la crise financière et économique de la Tunisie l'affecte en profondeur.
Sauf que dans ce contexte morose, les Tunisiens de l'étranger, c'est-à-dire que les RME, les Tunisiens résidant à l'étranger, ont rapatrié beaucoup d'argent en Tunisie, ce qui a permis un peu d'atténuer la balance des paiements et permettre au pays d'avoir une marge de manœuvre permettant en tout cas le pays de ne pas véritablement tomber dans la faillite. Dans la loi des finances 2024, le gouvernement aspire à promouvoir l'investissement avec comme objectif opérationnaliser le principe de la liberté d'investissement et l'allègement des procédures grâce notamment à la suppression de plusieurs autorisations relatives à l'activité économique et à la simplification des procédures administratives au profit de l'investisseur. Au terme de l'année 2022, les investissements internationaux en Tunisie ont atteint le montant de 2221,9 millions de dinars tunisiens, enregistrant une hausse de 18,4% par rapport à 2021. La Tunisie cherche des moyens endogènes, cherche des moyens domestiques pour pouvoir amorcer le processus de développement et de croissance. Pour le Premier ministre tunisien, il est important à ces niveaux de renforcer l'inclusion financière en garantissant l'accès aux différents services financiers, bancaires et postaux, considérant qu'il s'agit du meilleur moyen pour atteindre l'inclusion sociale. D'après la Banque africaine de développement, la croissance économique était évaluée à 2,4% en 2022, tirée par le secteur industriel et les services, après un rebond de 4,3% en 2021. Les autorités centrafricaines ont inauguré ce vendredi 17 novembre la deuxième centrale solaire de Donzi, village situé à 22 km au nord du pays, 8 mois après la mise en service de la centrale solaire de Sakai. Commencée en 2020, les travaux de cette nouvelle centrale solaire ont été financés par la Banque mondiale à hauteur de 19 milliards de francs CFA. Marie-Raphaël Tolo. La République centrafricaine a inauguré le 17 novembre un nouveau parc solaire de 25 MW avec stockage par batterie réalisé dans le village de Donzi à 18 km environ de Bangui. Ce parc solaire fournira de l'électricité à 250 000 habitants de la capitale, doublant pratiquement la capacité de production d'électricité du pays. Le projet a été financé à hauteur de 19 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. La centrale solaire photovoltaïque de Donzi, qui à ce jour est la plus grande de l'Afrique centrale, permet de porter la capacité installée en électricité de la République centrafricaine de 75 à 100 MW, alors qu'elle n'était que de 37 MW lors de ma prise de fonction en 2016. Avec un taux d'électrification estimé à 35% dans la ville de Bangui, 8% dans les principales villes de province et seulement 2% dans les communes rurales, la République centrafricaine a investi dans le secteur de l'énergie comme moteur pour accroître l'accès à l'électricité et favoriser une croissance durable. D'après le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le nouveau parc solaire de Donzi marque le début d'une marche vers l'accès universel pour tous les Centrafricains à une énergie propre et de qualité pour favoriser la relance économique et contribuer au développement durable du pays. Bien que le pays soit encore loin de satisfaire l'ensemble de ses besoins en électricité, qui sont estimés à ce jour à environ 150 MW, le gouvernement continue de travailler d'arrache-pied avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers présents en République centrafricaine pour un accroissement substantiel de la production d'électricité. Selon les autorités centrafricaines, la centrale solaire de Donzi illustre la détermination du pays à réduire sa dépendance aux énergies fossiles et à utiliser davantage les énergies renouvelables, moins coûteuses pour avancer sur la voie d'un développement durable. La centrale permettra aussi de remplacer plus de 90% d'énergie actuellement produite par le gazoil, tout en générant plus de 4 millions de dollars par an à la Compagnie nationale d'électricité. Elle contribuera également à une réduction nette des émissions de 670 674 tonnes de carbone dioxyde.
À la page sport, la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football masculin 2026 Zone Afrique a donné la victoire aux Lions indomptables du Cameroun qui se sont imposés ce vendredi 17 novembre au stade Omnisport de Japoma à Douala. Au compteur, un score de 3-0 face à la sélection nationale de l'île Maurice. Plus de détails avec Narcisse Oum depuis Douala. Pour la première sortie des Lions indomptables dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde masculin 2026 dans le groupe D, les coéquipiers du capitaine Zambo Anguissa ont dompté la sélection nationale de l'île Maurice par un score sans appel de 3-0, avec les absences remarquées des cadres comme Aboubakar Vincent et Eric Choupo-Moting. Les réalisations camerounaises ont été assurées par Bien Bemo à la 47e minute des arrêts de jeu de la première manche, Georges Kevin Koudou à la 87e minute et enfin Franck Magri, l'homme qui signe son entrée dans la tanière à la 92e minute. Dans les travaux du stade Omnisport de Japoma de Douala, les 25 000 supporters insultent. Très bon match. Je pense que les gars ils ont fait ce qu'ils pouvaient et nous tous nous avons apprécié. J'espère que la prochaine fois sera plus meilleure. Avec ce score de 3-0, le Cameroun prend la tête du groupe D devant la Libye qui est venue à bout de l'Eswatini par un score d'1-0. On est déçus, mais on peut être fiers aussi de nous, de certains jeunes qui ont essayé de jouer malgré la pression. Pour certaines personnes, il y en a qui n'ont pas joué depuis très longtemps. Ils ont essayé de rentrer sur le terrain et tout donner, donc il faut aussi les féliciter. Donc moi je suis très fier de mon équipe ce soir. Le prochain match du Cameroun est prévu contre la Libye à Benghazi le 21 novembre 2023. Les Lions indomptables sont dans le même groupe que l'Angola, le Cap-Vert, la Libye, l'île Maurice et l'Eswatini. Ça, j'apprends, je découvre. Il faudrait qu'on nous donne encore le temps de pouvoir encore bien savourer ça. J'ai un objectif à atteindre, donc je veux voir d'ici. Mais aujourd'hui, je suis satisfait parce que ces 3 points étaient importants et que ça nous permet, nous sommes premiers de la poule maintenant. A noter qu'un seul pays se qualifie par groupe dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Cameroun est bien lancé après cette première victoire. Reste à confirmer pour les autres rencontres. L'actualité sportive pour les temps forts des éliminatoires mondiales 2026. Le Sénégal a écrasé le Soudan du Sud grâce à un doublé de Sadio Mané. Avec cette victoire, les Lions de la Teranga occupent logiquement la tête de leur poule en attendant le prochain défi à relever contre le Togo le mardi 21 novembre prochain. L'Afrique du Sud et la Tanzanie, de leur côté, ont remporté leur premier match ce samedi 18 novembre, respectivement contre le Bénin 2-1 et le Niger 1-0. Les Bafana ont ainsi pris les commandes du groupe C. Et enfin, la deuxième journée des éliminatoires a démarré ce dimanche 19 novembre. En terre mozambicaine, les hommes de Djamel Belmadi se sont imposés avec 2-0. Le Gabon met à terre le Burundi avec un score de 2-1 grâce à des buts de Jim Alevina et Denis Bouanga. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.